Bonjour, chers apprenants. Alors aujourd'hui, on va parler de l'estimation statistique. Alors l'estimation statistique est étudiée dans la branche des statistiques qu'on appelle statistique inférentielle. On parle aussi de statistiques mathématiques. C'est la théorie des tests. On a les tests d'hypothèse, on a les tests parmi lesquels on a des tests d'ajustement, on a des tests d'adéquation, on a aussi les tests paramétriques. Il y a aussi les tests non paramétriques, voilà, comme les autres tests dont on a parlé. Alors là, on va parler de tests paramétriques. Donc, ici, on a trois paramètres à estimer. Des paramètres statistiques qui sont très utilisés. On a ici la moyenne qui est un paramètre de tendance centrale, voilà, qui est très utilisé pour interpréter des résultats statistiques. Il y a aussi la variance, qui est un paramètre de dispersion, et qui dit variance dit écart type. Et enfin, il y a les proportions, c'est-à-dire les fréquences. Donc, dans une population, on peut cibler la fréquence ou la proportion donc de certains individus par rapport à l'ensemble de la population. Alors donc, il y a d'abord ce tableau pour se mettre un peu d'accord sur les notations conventionnelles en statistique inférentielle, surtout en matière d'estimation de paramètres. Donc, l'idée ici, ce qu'il faut savoir, c'est que on cherche à estimer des paramètres dans une population. Mais parfois, pour des raisons logistiques, pour des raisons techniques, pour diverses contraintes, il est très difficile de calculer exactement un paramètre dans l'ensemble de la population. Peut-être que la population est de grande taille, de telle sorte qu'il est très difficile d'atteindre la totalité de la population. Et donc, on est obligé de se référer à une partie de la population, c'est-à-dire à un échantillon. Donc, une partie de la population, un prélèvement de la population. Et donc, puisqu'on maîtrise notre échantillon, puisqu'on a accès total à notre échantillon, on peut y calculer tous les paramètres qu'on veut, en théorie, y compris la moyenne, la variance et n'importe quelle proportion. Parce que dans notre échantillon, on peut appliquer les formules empiriques de la moyenne, de la variance et de la proportion. C'est-à-dire toutes les formules qu'on a vues en statistique. La moyenne, et donc c'est la somme des données sur le nombre de données, c'est-à-dire le nombre de modalités, la somme des modalités sur le nombre de modalités. En principe, c'est ça la moyenne arithmétique. Alors la variance, c'est la moyenne arithmétique des écarts par rapport à la moyenne au carré, des écarts au carré. N'est-ce pas? Théoriquement, c'est ça la variance. Et donc, on peut le calculer dans l'échantillon. Alors, la proportion, c'est quoi? Déjà, c'est le nombre d'individus qui vérifient une valeur donnée, qui vérifient voilà, quelque chose de précis sur le nombre total d'individus. Donc, c'est le nombre de données ciblées sur le nombre de données totales, en quelque sorte, si on veut. Alors, donc, on a ici un tableau. Donc, les paramètres qu'on veut estimer, c'est moyenne, variance, donc écart type et proportion. Donc, on va lui donner des notations différentes selon qu'on est dans la population ou bien dans un échantillon. Alors, pour la moyenne de la population, on l'appelle mu, et la moyenne qu'on a calculée dans un échantillon, on l'appelle m. La variance, on l'appelle sigma carré, puisque c'est le carré de l'écart type. Donc, dans la population, on dit sigma carré, et dans l'échantillon, on dit s carré. L'écart type dans la population, on l'appelle sigma, et dans la population, on l'appelle sigma, et dans un échantillon précis, on l'appelle petit s. Et la proportion
on l'appelle pi dans la population, et petit p, on l'appelle, et c'est petit p qu'on l'appelle dans l'échantillon. Alors, si vous avez remarqué, on va utiliser des lettres grecques pour la population et leur équivalent lettres latin dans l'échantillon. Alors donc, il y a deux manières d'estimer un paramètre. On peut faire ce qu'on appelle une estimation ponctuelle, tout comme on peut faire une estimation par intervalle de confiance. Parce qu'une estimation est toujours entachée d'erreurs. Le but, c'est voilà, de limiter au maximum l'erreur. Ou bien même si on admet quand même une certaine quantité d'erreurs, au moins dire dans quel intervalle, n'est-ce pas, peut se situer cette erreur-là. Jusqu'à quand on peut tolérer cette erreur, n'est-ce pas? Donc c'est ça l'estimation par intervalle de confiance. Et donner une valeur ponctuelle, c'est ça qu'on appelle estimation ponctuelle. Alors, on va d'abord commencer par l'estimation ponctuelle. Donc, on va estimer la moyenne de façon ponctuelle, estimer la variance, donc l'écart type de façon ponctuelle, et estimer la proportion de façon ponctuelle. Alors, donc, tous ces paramètres dans la population, on suppose qu'ils sont inconnus dans la population. On suppose qu'ils sont inconnus dans la population parce qu'on n'a pas accès à l'ensemble de la population. Mais ces mêmes paramètres, si on doit les calculer dans un échantillon, on peut calculer la moyenne dans chaque échantillon. On peut calculer la variance, donc l'écart type dans chaque échantillon. On peut calculer n'importe quelle proportion dans chaque échantillon. Et faire une estimation ponctuelle, c'est de prendre la valeur du paramètre qu'on a dans l'échantillon, n'est-ce pas, et la considérer comme une estimation, n'est-ce pas, du même paramètre inconnu dans l'ensemble de la population. Soit on peut prendre directement la valeur calculée dans l'échantillon et le considérer comme une estimation du paramètre inconnu dans l'ensemble de la population. Par exemple, la moyenne qui est calculée dans un échantillon, la considérer comme une valeur proche, une estimation de la moyenne inconnue dans l'ensemble de la population. Ça, c'est une estimation ponctuelle, n'est-ce pas? Donc, soit on prend une valeur calculée dans un échantillon, la considérer comme l'estimation de la valeur du paramètre dans l'ensemble de la population, ou bien corriger cette petite donc cette valeur qu'on a calculée dans l'échantillon pour ensuite considérer cette correction-là comme l'estimation du paramètre dans l'ensemble de la population. Donc, estimation ponctuelle, donc estimation ponctuelle de la moyenne. Alors, on vous dit ici, dans l'échantillon, on applique la formule de la moyenne vue en statistique descriptive, c'est-à-dire la somme des NI fois XI, parce que la plupart du temps, les modalités sont pondérées. On dénombre le nombre de fois d'apparition d'un certain X, d'un certain XI, qu'on appelle NI, c'est son effectif. Donc, il faut multiplier cet XI-là par NI, puisqu'il peut apparaître plusieurs fois. Et on divise par l'effectif total. Donc, petit m, donc la moyenne qu'on calcule dans un échantillon, voilà, généralement c'est le fameux X bar dont on parle en statistique descriptive. M est égal à 1 sur N sigma des NI XI. Alors, la théorie de l'échantillonnage conclut que le meilleur estimateur d'une moyenne sur la population mu est la moyenne empirique petit m calculée dans l'échantillon. Alors ça, c'est un théorème vu en statistique inférentielle. Donc déjà, il y a un théorème très puissant qu'on appelle théorème central limite, là, donc qui est un théorème voilà, qui donne une autre interprétation de la loi des grands nombres. Donc, la théorie de l'échantillonnage, donc statistique mathématique, montre que donc le meilleur estimateur d'une moyenne sur la population, c'est-à-dire la meilleure valeur, n'est-ce pas, pour estimer une moyenne dans une population, c'est tout simplement la moyenne empirique qu'on peut calculer dans un échantillon. Alors, bien sûr, le fait de calculer la moyenne dans un échantillon fait que si j'ai un autre échantillon, la moyenne que je vais calculer dans cet échantillon-là est différente, n'est-ce pas? Et donc, la moyenne qu'on calcule dans un échantillon peut être considérée comme une variable aléatoire selon l'échantillon. Mais voilà,
la moyenne calculée dans un échantillon en tant que variable aléatoire suit une loi normale. Okay? Donc, par des procédés de convergence, on arrive à ce résultat-là. Aussi, c'est un cours pratique. Le but, c'est pas d'entrer dans les détails de ces théorèmes-là, mais si ça intéresse certaines personnes, vous pouvez faire des recherches. Bien, si vous êtes dans des classes de statistiques un peu plus poussées, vous pourrez peut-être voir les détails de ces démonstrations. Mais on est dans un cours pratique, on va appliquer. Donc, à chaque fois qu'on veut estimer une moyenne dans une population, on peut prendre une moyenne dans un échantillon. Voilà. Dans un échantillon suffisamment grand, dans un échantillon représentatif. Donc, c'est noté. Donc, voilà comment on estime de façon ponctuelle la moyenne d'une population à partir d'une moyenne dans un échantillon. Maintenant, la variance. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Contrairement à ce qui se passe pour la moyenne, le meilleur estimateur de la variance sur la population sigma carré n'est pas la variance calculée sur l'échantillon S carré. Donc, attention, il y a une petite différence par rapport à la moyenne. Il y a une grande différence même par rapport à la moyenne. Au niveau de la moyenne, vous calculez la moyenne dans un échantillon et vous considérez ça comme une estimation de la moyenne de l'ensemble de la population. Mais pour la variance, vous pouvez calculer la variance empirique, on va dire, dans l'échantillon, qu'on appelle petit S carré. Mais ça ne veut pas dire que cette variance que vous avez calculée dans cet échantillon-là est un bon estimateur de la variance qui vous est inconnue dans l'ensemble de la population. N'est-ce pas? Alors, en effet, celle-ci est un estimateur biaisé de sigma carré. Alors là, ça nous ramène à des termes techniques, estimateur biaisé, estimateur non biaisé. Alors, l'estimateur de la moyenne n'est pas biaisé, sans biais, parce que son espérance est nulle. N'est-ce pas? Alors que l'estimateur de la variance est biaisé parce que son espérance n'est pas nulle. Donc là aussi, tout ça, c'est dans le cadre du cours pur statistique inférentielle. Mais on va juste retenir les résultats principaux. Donc, l'estimateur sans biais est après variance corrigée. Donc, si on veut avoir un estimateur sans biais, comme c'est le cas de la moyenne au-dessus, on ne peut pas directement prendre la variance calculée directement dans l'échantillon. N'est-ce pas? On va corriger cette variance-là. Mais déjà, la variance qu'on calcule dans l'échantillon, qui est donc la variance empirique, n'est-ce pas? On utilise la formule de la variance. On peut utiliser par exemple la formule simplifiée de la variance. C'est quoi? C'est 1 sur n somme des n ici au carré moins m au carré. Bon, rappelez-vous que le m est comme le x bar qu'on a vu en statistique descriptive. Donc on peut dire que c'est la moyenne des carrés moins la moyenne au carré. Donc cette formule reste valable. Mais dans l'échantillon, c'est la variance empirique dans l'échantillon. Maintenant, si maintenant on veut donner une estimation ponctuelle de la variance dans l'ensemble de la population, voici la correction qu'il faut faire pour que cette nouvelle valeur soit considérée comme un bon estimateur de la variance. Alors donc, voici la formule ici un peu en gras. C'est quoi? C'est que la variance corrigée, qu'on va noter S bar carré, pour le différencier de S carré, c'est n sur n moins 1 fois S carré, où n est l'effectif total. N'est-ce pas? Donc, la variance que vous venez de calculer dans la population, il faudra le multiplier par n sur n moins 1 pour trouver, n'est-ce pas, une estimation ponctuelle de la variance dans la population. Alors, par exemple, si l'effectif total c'est 100, vous allez multiplier par 100 sur 99. Il faut retrancher une unité. Si l'effectif total c'était 30, vous allez multiplier par 30 divisé par 29. Donc là, c'est très simple. Donc, calculer la variance dans l'échantillon avec la formule qu'on vous a appris en cours de statistique descriptive. Ensuite, multiplier par l'effectif total divisé par l'effectif total moins 1. Ça vous donnera donc une estimation ponctuelle de la variance dans la population. Maintenant, on passe à la proportion. N'est-ce pas? Donc, la proportion, c'est juste une fréquence. Par exemple, vous avez une population voilà, de souris de laboratoire. Et donc, dans cette population de souris de laboratoire, qui en général sont des souris blanches,
il y en a quand même qui sont de couleur un peu foncée. Ça peut être des souris grises ou bien des souris tachetées. Maintenant, on veut estimer la proportion, n'est-ce pas, le pourcentage, la fréquence, n'est-ce pas, des individus qui présentent cette particularité-là, donc qui ont un pelage différent du pelage blanc, n'est-ce pas. Donc, théoriquement, on va dénombrer le nombre d'individus qui vérifient cette caractéristique-là, divisé par le nombre d'individus total. Et si vous faites ça, vous ne pouvez pas le faire dans l'ensemble de la population, parce que déjà, vous n'avez pas accès à l'ensemble de la population. Vous ne connaissez pas la population totale, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on vient de dire, vous pouvez le faire dans un échantillon. Donc, dans un échantillon, vous pouvez donc dire que P est égal à nombre d'individus ciblés dans l'échantillon, divisé par taille de la population. Et donc, cette proportion dans la population, on l'appelle pi, et cette proportion qu'on calcule dans un échantillon précis, on l'appelle P. Et donc, P aussi est une variable aléatoire. Et donc, ici, tout comme la moyenne, la théorie de l'échantillonnage conclut que le meilleur estimateur d'une proportion sur la population pi est la proportion petit p calculée sur l'échantillon. Donc, petit p égale nombre d'individus ciblés dans l'échantillon divisé par taille de la population. Donc, ça c'est très simple. Donc, on vient de terminer l'estimation ponctuelle. Donc, prenez bien note. Alors, vous pouvez prendre une pause et regarder tout ce qui a été dit sur la notion d'estimation ponctuelle. À la fin de cette vidéo, on a un exercice d'application qu'on va corriger et commenter ensemble. Alors, estimation par intervalle de confiance maintenant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de changer d'échantillon, déjà dans la même population, il peut y avoir plusieurs enquêteurs. Moi, je fais une enquête dans la même population, j'ai mon échantillon. Quelqu'un d'autre fait une enquête dans la même population, il ne va pas forcément avoir le même échantillon que moi. Parce que moi, peut-être qu'on n'a pas fait les enquêtes aux mêmes heures, on n'a pas fait les enquêtes, on n'a pas rencontré tous les mêmes individus. Peut-être qu'on peut rencontrer certains individus, voilà, certains individus peuvent être enquêtés par deux enquêteurs différents, ça peut arriver. Mais pas du tout. C'est très peu probable que deux enquêteurs différents, s'ils ne travaillent pas en même temps, je veux dire, s'ils ne travaillent pas en même temps, c'est peu probable qu'ils aient enquêté exactement les mêmes personnes. Voilà. Surtout si l'état de l'échantillon devient de plus en plus grand. Donc, il y a des fluctuations, il y a des variations, n'est-ce pas, entre les paramètres qu'on calcule selon les différents échantillons. Et donc, tout ceci fait que les valeurs qui vont sortir dans chaque échantillon, n'est-ce pas, comme estimation ponctuelle, constituent tout simplement des candidats, n'est-ce pas, qui vont se rapprocher plus ou moins de la véritable valeur qui nous est inconnue de ce paramètre. Donc, on peut avoir plusieurs moyennes calculées dans plusieurs échantillons, mais la véritable moyenne, on ne la connaît pas. Tout ce qu'on peut, c'est s'en rapprocher de plus en plus. Alors, ici, on vous dit l'estimation ponctuelle ne prend pas en compte les fluctuations d'échantillonnage. Voilà. Parce que c'est une estimation ponctuelle. Mais on sait que les valeurs varient d'un échantillon à un autre. N'est-ce pas? Maintenant, un intervalle de confiance est une fourchette de valeurs qui a une certaine probabilité, appelée niveau de confiance, de contenir la valeur du paramètre sur la population. Est-ce qu'on ne va pas définir une zone dans laquelle on se dit qu'il y a de fortes chances que la valeur qu'on veut estimer se trouve dans cette zone? N'est-ce pas? Donc, le principe, c'est quoi? Après avoir fait une estimation ponctuelle, on va ajouter une marge d'erreur et retrancher une marge d'erreur. On va dire plus ou moins. Donc, on a calculé par estimation ponctuelle une valeur de la moyenne, mais la véritable valeur peut se trouver au-delà ou avant, mais dans une zone bien précise. Donc, dans un intervalle centré au niveau de la valeur estimée ponctuellement, on peut dire que la moyenne, donc, peut être plus que ça ou moins que ça, mais ça ne doit pas dépasser ces limites-là. Donc, les bornes de l'intervalle, c'est quoi? C'est l'estimation ponctuelle qu'on vient de calculer. Plus quelque chose, moins quelque chose. Donc, c'est un intervalle fermé, borné et centré au niveau de votre estimation ponctuelle. Alors, le niveau ou seuil de confiance est noté 1 moins alpha. Donc, c'est ça qu'on appelle, c'est la probabilité
de se trouver dans cette zone, que la véritable valeur qu'on veut estimer se trouve dans cette valeur-là. Donc 1 moins alpha, n'est-ce pas? Donc 1 moins alpha, on va en parler. Pourquoi on dit 1 moins alpha? Parce que si la probabilité, la chance d'avoir ça dans cet intervalle, c'est 1 moins alpha, donc la chance de ne pas l'avoir, c'est alpha. C'est des probabilités complémentaires, n'est-ce pas? Alors, il faut être conscient qu'il existe un risque que l'intervalle de confiance ne contienne pas la vraie valeur. N'est-ce pas? Ça peut arriver. Ce risque assumé que la valeur du paramètre sur la population ne soit pas dans l'intervalle de confiance est complémentaire au niveau de confiance, il vaut alpha. Donc, si on appelle alpha le risque que la valeur à estimer ne se trouve pas dans notre intervalle de confiance, si on l'appelle alpha, donc le niveau de confiance, donc la probabilité maintenant que la vraie valeur se trouve dans cet intervalle, c'est 1 moins alpha. Donc, sachant que alpha plus 1 moins alpha, ça donne 1. Donc, c'est question de risque et d'avantage. Donc, il vaut alpha. Par exemple, si vous dites que j'ai 5% de chance que la valeur à estimer ne se trouve pas dans mon intervalle, alors donc, le niveau de confiance, 1 moins alpha, sera de 95%. Donc, je vais dire que j'ai 95% de chance que la valeur que j'estime se trouve dans cet intervalle de confiance. Et donc, j'ai 5% de chance que ça ne se trouve pas dans cet intervalle. Et donc, plus le niveau de confiance est élevé, plus l'intervalle, n'est-ce pas, l'intervalle est grand. Donc, dans la pratique, la plupart du temps, le niveau de confiance, c'est 95%. Et le risque, c'est 5%. Des fois, on peut avoir 10, 90. Mais la plupart du temps, c'est 5%, 95%. Donc, le niveau de confiance, c'est 95%, ce qui nous arrange. Maintenant, le risque, c'est 5%. Donc, retenez bien, le risque, on l'appelle en général alpha. Et le niveau de confiance, on l'appelle 1 moins alpha. Alors, borne de l'intervalle de confiance, estimation ponctuelle plus marge d'erreur. Donc, c'est ça. Donc, pour construire un intervalle de confiance, il va falloir calculer la marge d'erreur. Et donc, si on calcule la marge d'erreur, l'intervalle de confiance, c'est quoi? C'est l'estimation ponctuelle qu'on a faite. Estimation ponctuelle, on en a parlé ci-dessus. Donc, c'est l'estimation ponctuelle qu'on a faite, plus la marge d'erreur pour déterminer la borne supérieure de notre intervalle de confiance. Estimation ponctuelle moins marge d'erreur pour déterminer la borne inférieure de notre marge de confiance. Donc, on va donc voir comment on estime par intervalle de confiance la moyenne. Donc, on suppose qu'on a déjà estimé de façon ponctuelle la moyenne, comme on a vu ci-dessus. Alors, l'estimateur de la moyenne suit une loi normale de paramètres sigma et mu inconnus, qui sont estimés ponctuellement. Donc, on avait dit que l'estimateur de la moyenne en tant que variable aléatoire, parce que on calcule la moyenne dans différents échantillons. Toutes ces valeurs-là, c'est des valeurs possibles, n'est-ce pas? Donc, avec une certaine probabilité de se réaliser. Donc, c'est une variable aléatoire. Donc, qui suit une loi normale de paramètres sigma et mu inconnus. Voilà. N'est-ce pas? Sa moyenne, c'est la moyenne mu dans la population inconnue. Sa variance, c'est la variance sigma dans la population et ils sont inconnus. N'est-ce pas? Et donc, puisque ça suit une loi normale, voici la courbe de la fonction densité. Et donc, si vous avez mu x, donc la moyenne, n'est-ce pas? Le niveau de confiance, c'est 1 moins alpha. Et donc, si vous faites, si vous faites de sorte que ce soit symétrique, n'est-ce pas? Donc, le niveau de confiance est centré, 1 moins alpha. De part et d'autre, vous avez alpha. Et donc, puisque c'est symétrique, vous avez alpha sur 2 d'un côté et alpha sur 2 de l'autre côté. Alors, regardez bien ce dessin. Et donc, au niveau de l'axe des abscisses, cet intervalle-là, délimité par les deux parties blanches-là, c'est ça qu'on appelle l'intervalle de confiance. Donc, c'est mu x moins la marge d'erreur pour donner la borne inférieure de l'intervalle de confiance. Mu x plus donc la marge d'erreur pour avoir la borne supérieure. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit ici? L'intervalle de confiance pour notre moyenne, ce petit m moins S bar sur racine carrée de n multiplié par une quantité qu'on note Z1 moins alpha sur 2. Donc
Tout ça, c'est une notation. Regardez bien, le 1 moins alpha sur 2 est un indice. Ce n'est pas un calcul avec Z. On aurait pu l'appeler simplement Z, mais on précise Z de 1 moins alpha sur 2 et on va voir pourquoi. Et donc, M plus S bar, racine carrée de N, Z de 1 moins alpha sur 2. Donc ici, on utilise l'estimation ponctuelle S bar qui a été calculée tantôt pour l'écart type. S bar, c'est l'écart type. Donc, c'est la racine carrée de S bar carré. S bar carré qui est l'estimation ponctuelle de la variance vue ci-dessus. Et donc, racine carrée de N. Donc, N, c'est la taille de l'échantillon. Hein? Donc, tout à l'heure, on avait mis N majuscule pour la taille de l'échantillon. En fait, c'est ce même N-là dont il s'agit. N'est-ce pas? Voilà. Et donc, regardez bien, on vous dit Z de 1 moins alpha sur 2 et le quantile à 1 moins alpha sur 2. Ça veut dire que pour la loi normale centre réduite, N la taille de l'échantillon. Pourquoi? Ça veut dire que la probabilité que la variable aléatoire mx qui suit une loi normale, donc si on fait le centrage réduit, donc la variable aléatoire centrée réduite, qu'on peut appeler par exemple grand X, n'est-ce pas? Bien, donnons-lui une autre valeur, on peut l'appeler tout simplement grand M si vous voulez. Donc c'est quoi? Bien grand Z, hein, puisque ça suit une loi normale centrée réduite. Donc on peut l'appeler grand Z. Donc la probabilité que grand Z soit plus petite que cette valeur-là, petit z de 1 moins alpha sur 2, est égal à 1 moins alpha sur 2. C'est le quantile, n'est-ce pas? C'est le quantile à 1 moins alpha sur 2 en tant que proportion, n'est-ce pas? Donc, on peut dire, voilà, donc c'est le nombre, n'est-ce pas, à mettre dans la fonction de répartition de la fonction réduite pour que la probabilité qui sort soit égale à 1 moins alpha sur 2, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si on remonte un peu au niveau du dessin, donc c'est au niveau de la borne supérieure. Donc, c'est au niveau de la valeur de la borne supérieure qu'on a le quantile à 1 moins alpha sur 2%. C'est la probabilité que la variable aléatoire soit inférieure à cette valeur. Donc, on va cumuler de moins l'infini jusqu'à cette valeur-là. Et vous remarquez bien que ce sera donc alpha sur 2 plus 1 moins alpha sur 2. Et si vous faites alpha sur 2 plus 1 moins alpha sur 2, si vous faites plutôt alpha sur 2 plus 1 moins alpha, vous allez trouver 1 moins alpha sur 2. Donc, quand on cumule de moins l'infini jusqu'à la borne supérieure ici de cet intervalle, n'est-ce pas, on a cumulé une probabilité de 1 moins alpha sur 2. Et donc, la borne inférieure, la borne supérieure plutôt, autant pour moi, c'est le quantile à 1 moins alpha sur 2. N'est-ce pas? C'est la valeur telle que si on cumule, on va cumuler une probabilité de 1 moins alpha sur 2. Et on l'appelle le quantile à 1 moins alpha sur 2. Et donc, ici, pour alpha égale 5%, alpha sur 2 égale 0,025. Et donc, 1 moins alpha sur 2, c'est 1 moins 0,025. Et ça va nous donner comme résultat 1 moins alpha sur 2 égale 0,975. Et donc, Z de 1 moins alpha sur 2, c'est le quantile à 0,975. Donc, en termes de pourcentage, c'est le quantile à 97,5%. Et vous allez voir que sur la table de la loi normale, si vous lisez une probabilité de 0,975, n'est-ce pas, ça correspond à une valeur qui est de 1,96. C'est-à-dire que le 0,975 sera situé à l'intersection de la ligne 1,90 et de la colonne 0,06. Donc, on lit la table de la loi normale à l'envers. Et donc, 1,90 plus 0,06, ça donne 1,96. C'est comme si la probabilité que la variable aléatoire soit inférieure à 1,96 est égale à 0,975. Ça, c'est lisible sur la table de la loi normale. La probabilité que la variable aléatoire centrée réduite soit inférieure à 1,96 est égale à 0,975. Donc, c'est ça que nous dit la table. Donc, si je pars de la probabilité de 0,975, en lisant la table à l'envers, pas à l'envers comme si on renversait, mais dans l'autre sens, en partant de la probabilité pour voir quelle est la valeur, quel est le quantile.
Donc, on va voir que c'est à l'intersection de la ligne 1,90 et de la colonne 0,06. Et voilà. Donc, c'est connu. Donc, on peut retenir que pour alpha égale 5%, le quantile A Z, le quantile A, le quantile qui correspond, c'est-à-dire le quantile A 0,975, c'est 1,96. Et ça, c'est bien connu. Donc, on peut le retenir, n'est-ce pas? Maintenant, pour un autre seuil de risque, là, il va falloir utiliser la table de la loi normale. Voilà, ça peut changer d'une valeur à l'autre. Mais en général, comme le risque c'est 5%, pas, le quantile à 0,975, n'est-ce pas, c'est 1,96. Et donc, on va utiliser ça. Et pour l'estimation de la proportion. Alors, l'estimation de la proportion, c'est quoi? C'est estimer de façon ponctuelle la proportion P, n'est-ce pas? Et après avoir estimé la proportion P, n'est-ce pas? Il faudra ajouter la marge d'erreur. Et ici, la marge d'erreur, c'est quoi? C'est racine carrée de P facteur de 1 moins P, c'est même P qu'on a divisé par N, la taille de l'échantillon, l'effectif total dans l'échantillon, multiplié par le quantile dont on parlait tantôt, n'est-ce pas? Donc, si alpha égale 5%, le quantile à 1 moins alpha sur 2, n'est-ce pas? Donc, le quantile à 0,975, c'est 1,96. Donc, le Z de 1 moins alpha sur 2 serait 1,96. Et donc, c'est un intervalle centré en P. Donc, on retranche cette même quantité-là, la marge d'erreur qui est le produit de tout ça, comme borne inférieure. Et la marge d'erreur, si on l'ajoute de l'autre côté, on a la borne supérieure. Voilà donc comment on estime de façon par intervalle de confiance donc la moyenne et la proportion. Donc ici, on ne parlera pas de l'estimation par intervalle de confiance de la variance. Donc, on ne va pas en parler dans le cadre de cette vidéo. Donc retenez bien, on a parlé de l'estimation ponctuelle de la moyenne, de l'estimation ponctuelle de la variance, donc de l'écart type, de l'estimation ponctuelle d'une proportion. Et donc, à partir de ces estimations ponctuelles, on peut faire des estimations par intervalle de confiance. Donc, on parle ici d'estimation par intervalle de confiance de la moyenne ou d'estimation par intervalle de confiance de la proportion. Et pour donner une estimation par intervalle de confiance de la moyenne, on aura besoin de l'estimation ponctuelle de la moyenne et de l'estimation ponctuelle de la variance. Et pour faire une estimation ponctuelle par intervalle de confiance de la proportion, on a besoin de l'estimation ponctuelle de la proportion. Tout ceci, n'est-ce pas, en tenant compte du seuil de risque. Alors, regardons ici, il y a un exercice type. Voilà. Alors, exercice type, on vous dit ici, pour vendre un produit d'assurance santé, une compagnie d'assurance fait des statistiques sur les frais médicaux mensuels des employés d'une entreprise. Les observations sur 100 employés tirés au sort sont les suivantes. Donc, vous avez ici des frais médicaux compris entre 15 000 et 20 000. Donc, le nombre d'employés dont les frais médicaux sont entre 15 000 et 20 000 sont 9. Donc, le nombre d'employés dont les frais médicaux se situent entre 20 000 et 25 000 sont 22, etc., etc. Donc, ici, on a affaire à un caractère continu. Donc, on vous dit, et vous allez remarquer que même l'exercice vous guide dans vos estimations. On vous dit, calculer la moyenne M et l'écart type S sur l'échantillon. Donc, le tableau ici, c'est ce qui se passe dans l'échantillon. Deuxième question, donner une estimation ponctuelle de la moyenne mu et une estimation ponctuelle de l'écart type sigma sur la population. Troisième question, déterminer un intervalle de confiance de 95% pour la moyenne. On vous dit 4. L'enquête donne aussi le nombre d'employés intéressés par le produit d'assurance qui est de 24. Donc, il y a 24 employés qui sont intéressés par ce produit.
Alors, on vous dit maintenant, donner un intervalle de confiance de 95% pour la proportion des employés intéressés par le produit d'assurance. Vous pouvez mettre une pause et regarder l'annonce. Ensuite, on va passer à la correction. Correction de l'exercice type. Alors déjà, la première question, on m'a demandé de calculer la moyenne et l'écart type sur l'échantillon. Donc ici, comme c'est un caractère continu, j'ai besoin des centres de classe qui vont jouer le rôle de XI. Donc pour la classe 15 000, 20 000, le centre de classe est 17 500, etc., jusqu'à la dernière classe, 40 000, 45 000, 42 500. Donc je fais les produits NI fois XI, effectif fois XI, voilà, dans une autre colonne. Et donc j'ai les résultats qui sont là. Donc 9 multiplié par 17 500, ça me fait 157 500. Jusqu'à 7 fois 42 500 qui m'a fait 297 500. Et j'aurai besoin de ce total-là, de ces NXI, qu'on va appeler, qui vont donner 2 920 000. Donc, ça, c'est pour calculer la moyenne. Et donc, la moyenne, c'est quoi? C'est la somme des produits NXI, qui est ici 2 920 000, divisé par l'effectif total qui est de 100. Et donc, je trouve une moyenne de 29 200. Ensuite, on passe à la variance calculée dans l'échantillon, qu'on appelle S carré. Et donc, j'aurai besoin des produits NI fois XI au carré. Donc, puisque j'ai déjà la colonne des NI fois XI, il suffit juste de multiplier encore par un XI, la colonne de NXI. Ça me fera gagner du temps. Au lieu d'ajouter une colonne XI au carré, puis de multiplier cette colonne XI carré par les NI, comme j'ai déjà les NI XI, il suffit seulement de les multiplier encore par un nouveau XI, par le même XI, pour avoir la colonne NI XI au carré. Et donc, on regarde la colonne NI ici. Donc, 157 500 multiplié par 17 500, ça me donne, voilà, 2 milliards 756 250 000. 2 milliards 756 millions 250 000. Okay? Alors, je fais le même processus. Donc, jusqu'à la fin. Après, je fais la somme de ces NI fois ici au carré. Parce que la formule simplifiée de la variance, c'est quoi? C'est la somme des NI ici au carré divisé par 100. Donc, c'est la moyenne des carrés que je suis en train de faire. Et moins la moyenne que j'avais calculée, elle-même au carré. Donc, ça va me faire voilà, ce grand nombre-là, de l'ordre de 90 milliards 125 millions, pas, divisé par 100, moins 29 200 au carré. Et donc, je vais trouver une variance de 48 millions 610 000. Et donc, l'écart type étant donc la racine carrée de la variance, donc S, c'est racine carrée de voilà, 48 610 000, je trouve 6 972,09. Donc, c'est ça l'écart type calculé dans l'échantillon. Donc, à ce stade, on est juste dans les statistiques descriptives pures. Hein. Voilà. Alors, deuxièmement, on vous demande de donner l'estimation ponctuelle de la moyenne dans la population. Et donc, puisqu'on a dit que la moyenne mu inconnue dans la population, n'est-ce pas, peut être estimée par une moyenne que vous avez calculée dans l'échantillon. Donc, on peut dire que mu égale M égale 29 200. Donc, ça, c'est l'estimation ponctuelle de mu qui est inconnue dans la population. On va dire que c'est le M qu'on vient de calculer dans l'échantillon. Maintenant, estimation ponctuelle de la variance dans la population. Alors, on ne va pas dire directement que sigma carré égale S carré. On va dire que sigma carré est égal à S bar carré. Donc, quelle est la relation entre S bar carré et S carré? C'est juste multiplié par n sur n moins 1. Donc ici, n est égal à 100. Et donc, puisque l'écart type, c'est la racine carrée de la variance, donc sigma, n'est-ce pas, c'est la racine carrée de sigma carré. Et donc, c'est la racine carrée de tout ce qui est là. Donc, c'est la racine carrée de n sur n moins 1 fois racine carrée de S carré. Et racine carrée de S carré, c'est S. Donc, pour aller vite, on peut dire que, voilà, sigma, n'est-ce pas, peut être approché par S bar. Et S bar, c'est tout simplement racine carrée de n sur n moins 1 fois S. Et donc, puisque n est égal à 100, n moins 1, c'est 99. Donc, c'est racine carrée de 100 sur 99 multiplié par S, qui est égal à 6 972,09. Et donc, on trouve un écart type estimé qui est de 7007,21. OK. Maintenant, on passe à l'intervalle de confiance de la moyenne.
avec un risque de 5%. Alors, on a vu tantôt que si tel est le cas, le quantile a 1 moins alpha sur 2, donc le quantile a 1 moins 2,5%, et donc 2,5% c'est 0,025, donc c'est le quantile à 0,975. Et on retient que le quantile correspondant c'est 1,96. Et donc, l'intervalle de confiance c'est quoi? C'est la valeur ponctuelle estimée, 29 200, moins S bar qu'on vient de calculer, l'écart type estimé, n'est-ce pas? Qui est ici 7007,21, divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon, divisé par 100, fois 1,96. C'est ça la borne inférieure de l'intervalle de confiance. Donc c'est M moins S bar sur racine carrée de N fois le quantile dont on parle. Donc, pour 5%, le quantile à 1 moins alpha sur 2, c'est 1,96. Donc c'est ça la borne inférieure. Et pour avoir la borne supérieure, il va falloir faire plus. Donc là, il y a une coquille, hein, c'est plus au lieu de moins pour la borne supérieure. C'est 29 200 plus, voilà, 7007,21 sur racine carrée de 100 fois 1,96. Donc on a juste appliqué la formule. Hein. Vous pouvez marquer une pause et regarder tranquillement la formule et le comparer avec les valeurs qui ont été remplacées. Et donc, tout calcul fait, vous trouverez un intervalle de confiance de 27 826,59 comme borne inférieure et une borne supérieure de 30 573,41. Donc, on vient de donner une borne, un intervalle de confiance. Donc là, on va dire qu'on est sûr à 95% que la moyenne de la population, donc l'ensemble de tous les employés de l'entreprise, se situe entre 27 826,59 et 30 573,41. Ensuite, quatrième question. On vous demande de donner une estimation de la proportion des employés qui sont intéressés par ce produit d'assurance. Alors, on vous dit que, dans l'énoncé tantôt, que 24 salariés sont intéressés par ce produit d'assurance. Or, ici, on a 100 salariés, n'est-ce pas? On a 100 salariés ici. Et donc, ça veut dire que la proportion des salariés intéressés par ce produit d'assurance dans l'échantillon, c'est 24 divisé par 100. Donc, on trouve une proportion de 0,24. Et maintenant, ça, c'est l'estimation ponctuelle d'abord. Parce que la question est ramassée, on dit intervalle de confiance. Mais avant de faire un intervalle de confiance, il faut d'abord faire une estimation ponctuelle. Donc, intervalle de confiance de la proportion, c'est quoi? C'est P moins racine carrée de P multiplié par 1 moins P divisé par N, tout dans la même racine carrée, fois le quantile à 1 moins alpha sur 2. Donc, c'est 0,24, la proportion calculée. Racine carrée de quoi? Le même 0,24 multiplié par 1 moins 0,24 divisé par 100. La taille de l'échantillon, multiplié par 1,96 toujours, parce qu'on a dit que le seuil, le risque c'est alpha égale 5%. Et donc, le quantile à 1 moins alpha sur 2, donc le quantile à 1 moins 2,5%, c'est 1,96. Donc, tout calcul fait, vous allez trouver 0,16 comme borne inférieure de l'intervalle de confiance et 0,32 comme borne supérieure de l'intervalle de confiance. Voilà donc pour cet ensemble synthèse, n'est-ce pas, des principaux paramètres qu'on cherche à estimer, que ce soit estimation ponctuelle, estimation par intervalle de confiance, et ensuite un exercice d'application concret pour voir comment on peut appliquer efficacement ces formules. Alors donc, merci à vous donc, pour votre écoute. Et donc, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Donc, vous pouvez aimer cette vidéo et partager. Et je vous remercie.